Normalizer. 1. Normalizer commence. Ce matin, Marcus Welby est un homme heureux. Il offre au monde un magnifique sourire. Son visage radieux ne s'en prive que l'espace de quelques secondes pour siffloter un peu du bonheur qui l'inonde, et que machinalement il ne peut s'empêcher de partager avec les passants qui le fixent, intrigués. Habillé sur son 31, Marcus arpente d'un pas léger les rues piétonnes de la vieille ville. Il se sent transporté par la joie qui l'anime, une joie que pourtant, il avait perdue de vue depuis un bon moment déjà. Sa candidature a été retenue pour le poste. Enfin il décroche l'entretien qu'il n'osait plus espérer. Déjà plusieurs mois qu'il est en fin de droit, et qu'il ne survit qu'avec le maigre apport du RMI. De longs mois durant lesquels il a vu s'envoler successivement tout ce qui lui restait, jusqu'à sa dignité. Une déchéance totale. Un mécanisme implacable contre lequel il n'a rien pu faire. Enfin c'est du passé, optimise-t-il, je vais montrer à ce recruteur de quoi je suis réellement capable. Marcus, depuis tout petit, admirait les motos. Une passion dévorante, sûrement même un peu trop, qu'il avait à son insu soustrait de ce que, pour ne pas entrer dans le détail, nous désignerons par le droit chemin. En effet, au lieu de faire ses devoirs, il se fourvoyait dans l'insidieux trafic de posters géants de chips. Au lieu d'être alerte en classe, il se complaisait à s'enfuir dans d'interminables songes dans lesquels il faisait équipe avec Poncherello, pourchassant sur des kilomètres d'Iowa asphaltés, les méchants et les bandits qui avaient truandé le péage. Pourtant la nature ne l'avait pas gâté, des problèmes d'oreille interne et d'équilibre ne lui firent abandonner les stabilisateurs de son vélo qu'à l'âge de 23 ans, et encore, à force d'acharnement et d'une totale abstraction de tout le reste. Tout naturellement, avec une telle vocation pour le maniement des deux roues, il se lança à l'âge de 33 ans dans l'aventureux métier de conducteur de motocrotte. Il se décida alors à quitter le cocon familial et à devenir indépendant, rouler de ses propres pneus comme il aimait niaisement à le dire. Il fit du zèle pendant plus de 10 ans, battant le pavé quotidiennement de l'aube au crépuscule. Il manœuvrait comme un petit fou, s'adonnant de temps à autre à son jeu favori, le déjectoslalom. Dans sa tête il s'inventait des missions, et partait pour l'aventure aux côtés de son compagnon imaginaire Poncherello. Un code 47, 2 au coin de la 12e et de Malin Street, Ponche. Fait péter le carbu. Un ectoplasme de catégorie 8B près de la bibliothèque municipale. Je me tiens prêt à déclencher l'aspi, Ponche. Go go go, Ghostbusters. À 40 ans il séduisit une touriste japonaise en aspirant un calibre 12 de cocker malade en roue arrière, ou plutôt, en fait, en retombant sur la geisha et lui carrant son icône dans l'hypothalamus, la rendant ahurie pour l'éternité. Ce fut le coup de foudre et ils se marièrent dans l'après-midi même de l'incident. Il put enfin s'épanouir sexuellement, et résilier son abonnement à Moto Plus. 9 mois plus tard naissait le petit Davidson Matsumoto. Pour des raisons évidentes Marcus préféra en effet donner à son enfant le nom de sa femme. Pourtant son bonheur ne fut que de courte durée. Un week-end qu'il avait emprunté son véhicule de fonction pour faire une petite balade dominicale en famille sur les bords de la fosse où tous les soirs il vidait ses réservoirs, pour montrer où s'attique papa qui bosse. Eh bien ce fut le drame, un drame terrible, les freins du véhicule lâchèrent, et toute la famille fit un plongeon dans cet océan de déjection canine. Le petit Davidson et sa mère n'en survécurent pas. Ils moururent noyés dans d'atroces souffrances. Marcus, quant à lui, eut plus de chance, si l'on peut dire. Il fut repêché sur le point de trépasser, collé à la grille du sanibroyeur central, inconscient. Au réveil ce fut le choc. Il ne s'en remit pas, perdit tout type de motivation, jusqu'à sa passion pour la moto. Jamais il ne put remonter sur un deux roues. Il perdit le sens de l'équilibre qu'il avait eu tant de mal à acquérir. Il perdit son boulot et son bras dans une terrible dépression, et cela de longues années durant. Il faut que je trouve en moi le courage de tourner la page, se répète-t-il en se dirigeant vers les locaux où va avoir lieu l'inespéré entretien. Je dois saisir cette chance de repartir à zéro. La joie laisse pourtant place à l'inquiétude quand il consulte sa montre. Il a 5 minutes de retard. Le temps passe finalement bien vite, quand on se perd dans ses pensées. Son pas devient de plus en plus pressé. L'inquiétude s'empare de lui. Il panique. Le voilà qui court en sueur. La ponctualité est une qualité indispensable pour ce boulot de VRP parfum de luxe. Vite, vite. Il n'a plus qu'un passage piéton à franchir. C'est bon, calme-toi, ça va être ok, se convainc-il. C'est pourtant juste au moment où son taux d'adrénaline redescend que tout bascule à nouveau. Marcus n'a pas remarqué le monumental étron que Rookie, le chihuahua à son pépère, a magistralement pondu sur le trottoir quelques minutes plus tôt, et fait splasher de toute leur pointure 44, ces deux erramants faux cuirs de vachette Interville. Un long cri strident semblant tout droit sorti d'un abattoir préhistorique, retentit dans tout le quartier, toutes les vitres de la rue volent en éclats, et retombent en pluie fine sur les passants qui se protègent tant, bien que mal mais qui sont lacérés de toutes parts. Marcus en sang ne perçoit plus la douleur, il cesse de hurler et s'effondre sur ses genoux. Son costard profané, chelin comme s'il avait été façonné de matière fécale. Les puissantes effluves qui émanent de sa personne semblent se matérialiser et lui rire au nez. Adieu entretien. Adieu job. Adieu promesse de retour à une vie normale. Gnarf. Gnarf. Marcus tombe sur les mains, effondré. Il verse des larmes un instant mais la colère qui monte inexorablement en lui, prend rapidement le dessus.
Il serre son poing comme pour étrangler la souillure et le mauvais sort. Tous ces putains de clébards ont foutu ma vie en l'air. Jamais ils ne me laisseront tranquille. Ils doivent payer. Ils doivent tous payer et disparaître. C'est l'unique voie à suivre. Marcus hors de lui n'a plus qu'une boule de nerfs. Il se relève et scrute la rue de haut en bas. Ses yeux s'écarquillent, une lueur perverse semble en un éclair traverser son esprit. Il vient d'apercevoir une petite vieille promener son Yorkshire. Le toutou fait ses besoins dans le caniveau. Marcus est furax. Il arrache ses vêtements et tel une bête féroce, se met à courir sur ses mains en direction des deux malheureux. Il grommelle des propos incohérents tout en bavant. Les yeux exorbités, avides de vengeance sanguinaire de cet être rachétique tout nu, font fuir tous les passants mais la petite vieille comme pétrifiée. Marcus se jette sur le cou du Yorkshire qui mord violemment. De brefs caïcailles laissent place à des bruits de vertèbres qui craquent. Marcus remue sa tête frénétiquement faisant tournebouler le chien dans les airs. La vieille dame valdingue de droite à gauche mais ne lâche pas la laisse. Marcus pose alors le fidèle compagnon de l'infortuné au sol, place sa main au-dessus et sa mâchoire dans un geste sec en extrait un grand lambeau de chair sanguinolente accompagné d'une tripotée de vertèbres. Il fixe la dame un instant avant de lui cracher le package à la gueule puis des deux mains, il disloque le reste de la dépouille du Yorkshire. La dame tombe alors sur son arrière-train, tétanisée. Marcus plonge ensuite sa tête dans le tas de viande, et en extrait une bonne partie d'un appareil digestif. « Voici les saloperies de rouage de ta machine à merde », clame-t-il triomphalement à la maîtresse en brandissant la tripaille. Il se rue alors sur elle et se met à la fouetter avec. Prends sa saloperie de pollueuse de vie. Il la relève d'une main en l'étranglant, et la penche sur le caniveau à l'endroit même son toutou a largué son dernier cake. Et maintenant, salope, tu vas nettoyer. Ouvre bien grand ta gueule. Fade out vers le générique interprété par Bernard Minet. Quand il n'y a plus d'espoir, que triomphe le vilain, que la police laisse brachoir, que l'armée n'y peut plus rien. C'est alors que de pénombre, surgit le normalizer, pour foutre bandit à l'ombre, tout régler en un quart d'heure. Il remet sur droit chemin, tout nigo qui pense s'enfuir, s'élever du genre humain, où société tête tenir. Comme il aime à répéter, qu'il n'y a qu'une seule voie, celle de la normalité. Original, gare à toi. Fade in sur le journal de 20h. D'étranges phénomènes ont ébranlé la capitale depuis plus d'une semaine déjà, laissant les forces de police dans l'expectative. Un homme qui de toute évidence a perdu la raison, et dont l'identité n'a pas pu encore être établie à ce jour, sème la panique chez tous les propriétaires de chiens. En effet, nos amis à quatre pattes ainsi que leur maître semblent avoir été pris pour cible par ce dangereux psychopathe. De sources sûres, nous savons que les deux premières victimes du serial dog killer, sobriquet que tous nos confrères lui attribuent dorénavant, ont été Madame Dupont, paisible retraitée des postes, veuve depuis 4 ans et son seul et unique compagnon, le Yorkshire Titi. Le 22 janvier dernier en effet, plusieurs passants de la rue Le Courbe ont pu assister impuissants à un carnage horrible. Titi, après avoir vaillamment tenu tête à son agresseur, a été répandu dans toute la rue. Quant à la pauvre Madame Dupont, elle aurait succombé étouffée dans son vomi, après que le forcené l'ait obligée à manger, tenez-vous bien, les excréments de son chien. Le serial dog killer se serait ensuite enfui dans une bouche d'égout, sans qu'aucun des témoins de la scène n'ait pu intervenir. Les événements s'enchaînent rapidement par la suite. On retrouve Monsieur Groulard, vigile d'un supermarché d'armes à feu en banlieue, les tripes à l'air dans une poubelle avec une inscription en lettres de sang près du corps, je cite, « Ponche enculé. Que sa famille nous pardonne, mais la liberté de l'information passe au-dessus de la dignité des hommes. » On rapporte que le légiste aurait extrait du rectum du malheureux, un pneu de moto d'origine incertaine. Le chien du vigile quant à lui aurait été retrouvé mort dans une cave, la panse explosée suite à une consommation excessive de nourriture. Le serial dog killer lui aurait en effet ligaturé l'anus puis l'aurait gavé à mort sous sédatif. C'est horrible. En tout cas, les policiers pensent que c'est dans ce supermarché d'armes à feu, qui étrangement a été cambriolé le même soir, que le serial dog killer aurait obtenu toutes les armes dont il a pu faire usage par la suite. Abdou Lamed et José Rivera, deux gamins du quartier des Tourterets proches de ce supermarché, auraient été les suivants sur la liste. Le dog killer les menaçant d'une arme, les aurait obligés, excusez-moi de l'expression, à se foutre à poil et à se carrer un steak dans le fion, comme nous le rapporte un témoin oculaire. Il aurait par la suite pris un malin plaisir à faire se battre ces pauvres jeunes hommes contre leur propre pitbull apparemment affamé si on en croit le légiste. Une cérémonie œcuménique sera célébrée demain, dans la cité en leur mémoire. Il aurait ensuite dressé les pitbulls, qui rappelons-le ne sont pas des lumières, à se déchaîner contre les câbles d'un pylône électrique. Ça sentait le méchoui, rapporte une voisine. Le serial dog killer serait ensuite retourné à la capitale en RER puisqu'on a retrouvé, enfin pas complètement encore, un aveugle et son chien guide sur les rails entre deux stations, ligne B. Au petit matin de mardi, c'est là que la tuerie diabolique commence. Planqué sur les toits, le dog killer se met à sniper tous les chiens qu'il croise dans sa lunette. On compte 23 morts le premier jour dans le 16e, 10, un peu moins, le jour suivant dans le 17e suite à l'effet d'annonce, et seulement 3 dans le premier arrondissement jeudi dernier. Depuis plus rien. Les gens se planquent avec leurs chiens chez eux, ils n'osent plus sortir. Les autorités sanitaires ont reçu des centaines de plaintes pour odeur incommodante. Où se trouve donc le dog killer ? La police semble patauger.
Pendant ce temps, pas très loin des studios dans l'usine Ragout-Kenin de Brécon-sur-Seine, Marcus Welby pénètre par effraction dans les entrepôts, se jouant des quelques vigiles. Il s'introduit dans l'immense pièce où se trouvent les machines à faire de la bouffe pour chiens à partir de farine animale compactée. Il transporte dans son sac à dos tout un stock d'anthrax, qu'il s'apprête à déverser dans la cuve principale. Cette fois mes chers petits amis à poil, vous allez me rembourser la dette, s'exclame Marcus en approchant son sac de la cuve tout en poussant un rire démoniaque. Ça va bourgeonner dans le cimetière animalier. Je m'en vais investir dans les crématoriums et me refaire une vie. Que nenni vie mutant social. Une voix sortie de nulle part fait sursauter Marcus, qui laisse tomber son sac à dos dans la cuve. Le normalizer surgit alors solidement agrippé à son fouet, vrombissant dans le vide et attrapant le sac en chute libre. Malheureusement pour lui, n'ayant pas pris assez d'élan, et n'ayant pas accumulé assez d'énergie cinétique, les frottements dans l'air de son costume ridicule hautement inaérodynamique et inadapté font qu'il ne peut pas remonter, qu'il oscille un peu bêtement au-dessus de la cuve avant de s'immobiliser à quelques mètres d'un tourbillon en portant la farine du silo vers la chaîne de production automatique. Lâche ce sac espèce de crétin à paillettes, ou je coupe ton trapèze à la con. Je suis le normalizer, et je te somme de te rendre abject bâtard de la société. Lâche ce putain de sac à la con, où tu vas servir de complément alimentaire à tous les médors de la région. Et puis d'abord qui toi, t'as mandaté par qui bouffon? On me nomme normalizer, je défends des valeurs qui forment le mortier de notre système, les idées du plus grand nombre, les seules légitimes. J'en suis leur émanation et leur unique garant. Certains me taxent de conservatisme, mais en fait je n'ai pas de vision bornée des choses, pour tout dire je n'ai même pas de pensée propre. Eh bien moi je défends mon droit de vivre. Ces putains de clébards et leur maître à la con ont ruiné mon existence à plusieurs reprises. Une fois que je les aurai tous zigouillés, je pourrais penser à être normal. Dis-toi bien que j'apprécie pas mal d'aspects de ta personnalité torturée, je ne suis pas manichéen, ça n'est plus très tendance. Par exemple, moi-même j'ai recours au meurtre pour arriver à mes fins et ça n'est pas ce que je blâme. À la bonne heure, du con. Dis bonjour de ma part à toute époque disco. Ciao. Sur ces mots, Marcus Welby coupe le fouet du normalizer, qui tombe comme une masse dans le tourbillon de farine animale emportant dans sa chute le sac rempli d'anthrax. Voilà une bonne chose de faite. Moi qui pensais avoir des problèmes de conscience. Avoir débarrassé la Terre de ce débile, compensé absous tous les crimes contre l'humanité possibles et imaginables. Pense Marcus à voix haute. Il s'éloigne du remontoir, et ne sent pas venir le fouet filiforme du normalizer, qui sort soudainement du tourbillon et entoure son cou. Parg, crie-t-il tentant de s'en dépêtrer. Mais il ne peut pas lutter, le fouet le fait tomber dans le silo, et l'emporte dans le tourbillon de farine. Il chute lourdement sur le tapis roulant de la chaîne de compactage où se trouve déjà normalizer. Dangereux déviationniste, je n'ai pas dit mon dernier mot. Que me reproches-tu à la fin? De vouloir rentrer dans le rang? Il est communément admis en France, que les chiens puissent faire leurs besoins en toute impunité sur la voie publique des plus belles villes, sans que les propriétaires aient à se soucier du nettoyage. Cela fait partie du décor, c'est normal. De grosses presses s'abattent sur le tapis, compactant la farine en de délicieuses petites croquettes, qui se dirigent droit dans un four au chaleureux thermostat. Elle frôle à plusieurs reprises les deux adversaires. Qu'est-ce que tu racontes espèce d'alerie? C'est complètement dégueulasse. Pendant des années j'ai combattu cela. Et c'est bien ce que je te reproche Welby. C'est inadmissible de s'élever contre la collectivité. Inadmissible de vouloir éliminer tous ces chiens que tout le monde adore. Allez, va chercher la baballe. À la fin de sa phrase, normalizer jette le sac bourré d'anthrax hors de la chaîne de compactage. Malheureusement pour lui Marcus essaie de l'attraper et une presse s'abat sur ses deux bras. Un cri horrible résonne. La presse se relève laissant découvrir les deux bras de Marcus recyclés en une multitude de croquettes ensanglantées. Marcus collé au tapis, se tord de douleur. Mais normalizer reprend. Les crimes d'humains ce n'est pas grave, les gens en voient tous les jours à la télé et en redemandent. Par contre tuer des toutous adorables ça c'est répugnant. Et puis la majorité des gens normaux, ceux que je représente et à qui je dois la vie, oui ces gens-là font déféquer leurs compagnons, sans complexe sur la voirie. Enfin oui bien sûr le soir c'est mieux. Comme je le disais ça fait partie du décor et les gens s'en foutent. Et voilà où je voulais en venir. Ton problème c'est que tu t'en fous pas, que t'essayais même avec une poignée de dissidents irréductibles de nettoyer tout ça. J'ai bien essayé de vous en empêcher, de vous ramener à la raison, la normalité. Mais il a fallu que je coupe tes freins pour que tu comprennes. Il a fallu que je te précipite avec ta moto dans le réservoir à caca. Y a que le radical qui marche. Mais là le coup du butage de clébard, ah non, je ne peux pas te pardonner. Allez ciao et n'oublie pas de dire bonjour à mes potes disco. Enculé. Gueule Marcus avant que le tapis ne le fasse entrer dans le four, et qu'il ne brûle dans d'atroces souffrances, comme le mériteraient tous les hérétiques de son espèce. Fade out sur son corps calciné, ressortant de l'autre côté du four, et sur normalizer qui s'envole grâce à son fouet, emportant l'anthrax qui sûrement lui sera utile dans de prochaines aventures. 2. Normalizer continue. Une lune ronde d'impartialité, trônant au zénith du sombre ciel parisien endeuillé par la réverbération de la mégalopole, a été l'innocent témoin d'un crime odieux, perpétré par un mutin de l'ordre établi.
Elle éclaire de toute sa blondeur, une clairière du bois de Boulogne où le normalizer poursuit à toute allure le déviationniste ridiculeusement accoutré. Elle illumine la piste du malfrat en fuite, comme pour gratifier notre fier héros d'un appui des cieux, et d'une bénédiction divine. Arrête-toi sur le champ, Roberto. C'est Poumon Normalizer en sueur, qui n'en peut plus de ce sprint de folie, qu'il a bravement entrepris sur une dizaine de mètres pour s'acquitter de sa tâche de purificateur. Arrête-toi, n'aggrave pas ton cas, immondice de clandestin Homer inavouable. Arrête-toi que j'abrège tes souffrances. Hurle-t-il alors que l'autre, ne semblant pas être au courant de la beauté du geste que Normalizer s'apprête à accomplir, accélère sa cadence de plus belle. La chance est cependant au rendez-vous pour ce têtu brésilien, ses talons démesurés et sa robe moulante l'empêchent de progresser dans les bois dans lesquels un reliquat de neurones sensés de son esprit dénaturé a eu la bonne initiative de l'embourber. Normalizer regagne à nouveau du terrain, progressant à quatre pattes malgré l'épuisement. Roberto gueule comme un porcelet mis à bas. Les branchages le blessent et les ronces le lacèrent. Il n'en peut plus quand soudain, à l'orée d'un parc, il heurte un arbuste et s'effondre assommé sur un banc public. Normalizer à bout de souffle tente dans un dernier élan de capturer la foule furieuse en projetant son fouet dans les airs. Malheureusement, c'est l'accident et un candy pigeon, innocemment endormi dans les feuillages d'une branche, se voit décapité par le fouet. Les deux bouts de corps de l'oiseau tombent lourdement au sol, et le tout splash allègrement dans un tourbillon de sang et de plumes. Normalizer est l'ombre d'un instant attristé par sa bévue, mais son instinct de survie prend vite le pas sur ses remords, quand il constate que sa seule et unique arme s'est empêtrée dans les branchages, et que la travestie brésilienne, tout étourdie vient par malchance de trouver un vieux tesson de bouteille dangereusement pointu sans doute abandonné par un vil sous l'eau du parc sur le banc. On je vache voir ch'kiche et qui je vache ricolèche maintenant gueule le scélérat empafouillé dans un ridicule accent fruit du croisement indélicat d'une origine séopolienne indubitable, et de l'érosion d'une langue au compteur kilométrique suisse peignant plafonnant les records à ce jour homologués. Il s'approche menaçant de Normalizer, qui tire de toutes ses forces sur son fouet qui reste obstinément empêtré dans les branchages. Notre héros va-t-il se faire tailler en pièces par ce machin au sexe indéterminé armé d'un bout de croc 75 centilitres? Horreur, ça serait une fin bien pitoyable. Fade out sur le générique interprété par Bernard Minet. Quand il n'y a plus d'espoir, que triomphe le vilain, que la police laisse brachoir, que l'armée n'y peut plus rien. C'est alors que de pénombre, surgit le Normalizer, pour foutre bandit à l'ombre, tout régler en un quart d'heure. Il remet sur droit chemin, tout nigo qui pense enfuir, s'élever du genre humain, ou société tête tenir. Comme il aime à répéter, qu'il n'y a qu'une seule voie, celle de la normalité, originale, gare à toi. Fade in sur le tableau peu glorieux de notre héros sur le point de se faire tessonner l'achetron par un personnage au costume bien plus ridicule que le sien. Mais c'est alors que tout semble perdu que surgissant de nulle part, un gloussement terrible de colère, se propage et résonne dans tout le bois de Boulogne. Un homme nu, sale, rachitique et à la pilosité envahissante, bondit de la canopée et tourne boule dans le sable du parc soulevant un beau nuage de poussière dans une gueulante intarissable. Le travesti surpris par le boucan, se retourne vers ce jeune homme semblant tout droit venu d'une grotte telle, un vétéran anachronique de la guerre du feu. Qui cherche lâche? S'interloque Roberto sautement suivant d'un regard abasourdi l'exhibitionniste pulbère, qui maintenant se penche en pleurs sur la dépouille démantibulée du pigeon. Le Cro-Magnon gémissant à grosses larmes lève alors ses mains ensanglantées au ciel et lance d'un cri tonitruant un incompréhensible maman. Profitant du moment d'inattention du dangereux criminel portugophone, Normalizer lui décoche en pleine mâchoire, un terrible coup de poing le projetant sur au moins 10 cm, mais ce vacillement savamment calculé, suffit à faire briller au clair de lune, son tesson de bouteille qui par un malicieux jeu de réflexion, vient attirer l'attention du jeune primate. C'est toi qui a fait mourir ma maman. Lance dans un roucoulement à l'intonation que l'on devine vindicative, le jeune chevelu crasseux avant de se saisir d'une corbeille publique, de se ruer sur le travesti, et d'en faire en 2 minutes un appétissant steak tartare sanguinolent. Merci, jeune hippie, complimente Normalizer, je crois que tu viens de me sauver la vie. Je propose de t'offrir une bonne boule à zéro à la mode actuelle, ainsi qu'un bon bain chaud, un survêtement et une paire de nails pour te rendre hommage. Esprit de la forêt, peux-tu me rendre ma maman? S'effondre le gamin en pleurs, se méprenant bien entendu sur la fonction du Normalizer, maladroitement trompé par le halo lumineux, dont la lune décidément joueuse, vient comme par enchantement d'auréoler le costume de notre héros scintillant de 1000 feux de ses paillettes chamarrées. Normalizer interloqué, se gratte alors le crâne et plonge profondément dans ses souvenirs brumeux. Il sombre, remonte le temps et l'espace jusqu'aux années 70 dans ce même bois de Boulogne. En quelques étincelles intersynaptiques, il se remémore la probable histoire de son jeune sauveur. Homme donc Agueloyeva sa jeune Virginie, une fille charmante mais complètement connaît-paumée. Ah ouais, elle avait pas une thune, aucun diplôme et aucun talent de toute manière. Oui c'est ça, je m'en souviens très bien maintenant. Cette pauvre cloche s'entêtait à trimer comme une furie, travaillait du soir au matin dans des petits boulots minables alors que de toute évidence, et je m'en étais rendu compte tout de suite, elle était destinée à une brillante carrière de prostituée. Je l'ai donc prise sous mon aile pendant quelque temps. Des temps troubles, Peace and Love, où l'on m'avait attribué l'immonde sobriquet de Pimp Flower Pommer. Dened.
Comment effacer cette tache indélébile de mon cursus pourtant si brillant? C'est dingue. Il suffit qu'une génération sombre dans la débauche et le stupre, que la majorité balance, que la normalité change de camp, pour que ma personnalité versatile se transfigure. Heureusement ça n'a pas duré. Enfin bon. À quoi donc? Je me souviens que j'avais engrossé la mignonne, un soir qu'on avait foutu le feu à la plantation privée d'un pote, et que la fumée nous avait tous rendus stone. Stone au point d'en perdre la raison. Quand elle m'a appris qu'elle attendait un enfant de moi, un peu plus tard, j'ai décidé moi-même de l'avorter à grands coups de marteau-piqueur. Puis ensuite j'ai enterré le fœtus dans un coin paumé de ce bois. Mais alors? Non. Cela ne se peut. L'enfant aurait survécu? Impensable. Il se serait extirpé seul de sa tombe par la seule force de ses petits bras de prématuré? Non, je ne peux y croire. J'avais creusé bien profond pourtant. Abandonné à son propre sort, il n'aurait tout de même jamais pu survivre dans ce monde hostile. Cela ne se peut. Cela ne se peut. À moins que... Oui, c'est ça. À moins qu'une femelle pigeon, frappée de terribles pulsions maternelles, n'ait recueilli le nouveau-né et ne l'ait élevé comme son propre fils. Cela ne se peut. Mais alors? Une larme coule le long de la joue de Normalizer, qui vient de retrouver son fils. Sa nouvelle personnalité plus austère fait qu'il regrette ce geste insensé, qu'il a commis durant cette époque et la normalité trouble. Il ne peut cependant pas lui avouer la vérité. Enfant sauvage, reprend-il, un pincement au cœur, accroche-toi bien. Je dois te révéler quelque chose qui risque fort de te troubler un tantinet. En fait, je ne suis pas plus la fée clochette de cette forêt que toi, un volatile. Ce que je tente maladroitement de te dire, c'est que tu n'es pas un pigeon mais bien un homme, et que cet oiseau n'était pas ta vraie mère. Et tiens-toi bien. Je ne suis pas l'esprit du bois de Boulogne, mais le célèbre Normalizer. C'est dingue, hein? Je peux même te donner un autographe si tu veux. Pas ma mère? Répète connement le sauvageon, mais pourtant elle m'a nourri au sein depuis ma plus tendre enfance. Je crois bien que les pigeons n'aient pas de sein, petit. Rétorque Normalizer, tu as dû te faire pigeonner par une habile prothèse mammaire au silicone, je pense. Ne pleure plus cet oiseau fourbe, probablement stérile, qui sait jouer de ta crédulité pour te manipuler et satisfaire égoïstement ses pulsions maternelles. Mais alors tout s'explique. S'exclame l'enfant sauvage en s'essuyant les larmes, et reprenant du poil de la bête, voilà la raison pour laquelle je n'ai jamais pu faire plus de 2 mètres en volant sans me croûter pitoyablement au sol. Voilà la raison pour laquelle le goût des vers me faisait gerber, que les petits vieux du parc s'enfuyaient affolés quand je picorais les bouts de pain qu'ils jetaient pour nourrir les miens. Voilà pourquoi les autres riaient de mes curieuses plumes, et que mes roucoulements étaient si bizarres. Et puis ne parlons pas de mon guano anormal, et de la tronche des statues du parc. Je suis un homme. C'est génial. Ouais petit, ça me fait plaisir que tu le prennes comme ça. Tiens, je t'invite au KFC pour satisfaire ces putains de pulsions cannibales, qui t'ont rongé jusqu'à ce jour béni des dieux. Reprends notre héros préféré, et puis tu sais en fait je cherche une sorte d'assistant pour mes aventures. Tu vois le genre de mec qu'elle a, pour montrer qu'on n'est pas complètement un sociopathe refoulant sa misanthropie latente paradoxalement, dans des actions destructrices et automutilant de dévouement au bien-être d'autrui. Enfin tu vois le genre d'assistant qu'elle a pour se faire sauver de temps à autre, capturé par les méchants comme otage, et qui porte toujours un costume plus ridicule que le nôtre juste pour des raisons de merchandising. Tous les autres super-héros en ont un, c'est normal d'en avoir un, tu vois de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Pas du tout, répond l'enfant sauvage, mais bon faut dire qu'on n'a pas une culture très vaste, nous autres les pigeons. De mince j'ai déjà oublié qu'en fait je suis un homme. On n'a pas une très grande mémoire, nous autres les œufs. En tout cas, j'accepte volontiers ta proposition, Normalizer. Superbe. Marché conclu signe ce contrat, là, et puis par officie aussi. Réagit promptement Normalizer, voilà c'est bien. Maintenant mon petit gars, tu vas m'obéir au doigt et à l'œil. Si tu veux pas de mon armée d'avocats, se déchaîne sur ton petit fion. Bon la première chose, maintenant tu ne répondras plus qu'au doux mon charmeur de Robin Dubois. Ce teint de chauve-souris débile et son phénomène de mode Batmania à la con, vont voir ce qu'ils vont prendre. Fade out sur un superbe jour, qui se lève et un soleil magnifique éclaircissant le ciel parisien, nous dévoilant toute cette pollution qui l'endeuille, et prenant le relais d'une lune taquine, qui cette fois-ci aura été bien utile au Normalizer, qui s'entête avec son nouvel acolyte à essayer de démêler son faux et emmêlé dans les branchages d'un arbre. 3. Normalizer et Robin Dubois. Le soleil se lève sur la capitale française, et la machine se remet en marche. Les voitures se serrent les pare-chocs, dans d'interminables bouchons, des tas de gens s'agglutinent dans les bus pour se retrouver piégés à quelques mètres de l'arrêt au milieu de folkloriques concerts de klaxons et d'insultes provenant de véhicules qui devraient même pas se trouver dans leur couloir. Sous les pavés et leurs plages assorties, les quais du métro sont noircis de gens, qui se croyaient plus malins que les autres mais qui se retrouvent, eux aussi, bloqués suite à une grève surprise d'une certaine catégorie du personnel de la RATP qui n'avait pas fait grève le jour d'avant.
Sur les toits de Paris, Normalizer scrute toutes ces bonnes âmes travailleuses, qui fourmillent dans les rues et qui alimentent un système, dont il se sent particulièrement fier et redevable en ce début de journée. Il respire à plein poumon le bon air frais du matin, enfin juste une seule bouffée qu'il conserve au moins une demi-seconde dans son corps avant de recracher pêle-mêle dans une toux interminable, des souches de verrier même pas répertoriées, un peu de dioxyde de carbone solide à la concentration improbable, une dose de nuages de Tchernobyl, des particules d'amiante, des cendres ardentes provenant du Pinatubo. Le tout plus proche de la pelote de rejection d'une chouette mutante de la planète Pluton, que du théorique énième 2% d'impureté, qui devrait allègrement copiner avec les 1% de gaz rare, 21% de dioxygène, et les 78% d'azote, qui sont censés composer l'air. Près de lui, son nouvel acolyte fraîchement promu, arbore fièrement sa nouvelle tenue officielle de Robin du Bois, un bel ensemble gris avec de grosses coutures blanches bien visibles ornées d'une touffe de plumes dépareillées sous chaque aisselle. Ça me change de mon ancienne vie. Lance Robin, y a pas à dire, la normalité c'est quand même autre chose. Cesse tes sarcasmes à peine voilés, jeune stagiaire insolent, rétorque. Normalizer, ce costume te va comme un gant. Grâce à lui, tu passeras inaperçu, te fondant dans la faune parisienne. Tiens. Aujourd'hui tu vas goûter pour la première fois aux subtilités de ce rare métier de super-héros. J'ai quelques devoirs à te donner mon cher apprenti. Normalizer rattrape Robin, qui fait semblant d'oublier qu'il n'est pas un pigeon, in extremis, alors qu'il se jette du 10e étage, comme hypnotisé par la dernière phrase, que Normalizer a prononcée et pris de la soudaine envie de sentir, tout le poids de son corps accéléré par la gravité sur une trentaine de mètres de chute venant impacter et détériorer ce beau trottoir public là, tout en bas. Bienvenue chez les hommes, petit, lance Normalizer souriant alors qu'il tend à Robin, un flacon garni de Smarties multicolores. Tu vois tous ces gens, ben ils prennent ça au petit déjeuner, ça les revigore pour supporter leurs conditions. Tu vois bien que tu n'es pas si différent. À peine une journée dans une vie d'homme, et voilà déjà que tu déprimes. Je sens que tu vas m'étonner. Vas-y serre-toi, prends-en une poignée. Soudain Normalizer est pris de violents maux de tête et s'effondre. Mon anormalomètre interne me signale une anomalie importante dans le continuum uniforme de la consensualité. Hurle-t-il en se tordant de douleur, encore un putain de mutant social dans le coin. Suis-moi, Robin, on va lui régler son compte pour rétablir l'équilibre de l'univers, et par la même occasion faire cesser ces horribles voix dans ma tête qui perturbent mes légendaires quiétudes. Normalizer lance alors son lasso qui se fiche autour d'une gouttière, et plonge dans la foule grouillante au pied de l'immeuble. Terrassé par les effets anxiolytiques surdosés de son encas matinal, Robin reste, quant à lui, sur le toit à faire la causette à une gargouille. Une Gnebeniarfeglinft. Déblatère-t-il dans un danois plus qu'approximatif. Fade out sur la chanson du générique interprétée par Bernard Minet. Quand il n'y a plus d'espoir, que triomphe le vilain, que la police laisse brachoir, que l'armée n'y peut plus rien. C'est alors que de pénombre, surgit le Normalizer, pour foutre bandit à l'ombre, tout régler en un quart d'heure. Il remet sur droit chemin, tout nigo qui pense enfuir, s'élever du genre humain, ou société tête tenir. Comme il aime à répéter, qu'il n'y a qu'une seule voie, celle de la normalité, originale, gare à toi. Fade in sur un bruit immonde à peine perceptible, qui se fait de plus en plus précis. Normalizer localise sa cible. Jean Toto, un jeune homme sortant d'un megastore, une indéfinissable mélodie, s'échappe en sourdine de son Walkman. Normalizer qui vient de se croûter majestueusement sur une grosse passante, se relève en s'agrippant à un de ses monuments tonibars, et décoche dans le prolongement de ce mouvement sensuel digne d'une chorégraphie de Béjart, un léger soufflet en pleine tronche de Jean Toto. Ses écouteurs valdinguent dans les airs. Le baladeur se brise au sol, mais ceci n'a pour effet que de le dérégler. Le volume ne cesse alors d'augmenter. I'm a fucking virus to the society. I'm a fucking virus to the society. I'm a fucking virus to the society. Cette immonde mélodie s'installe en boucle en toile de fond accompagnée d'une horrible musique composée de chasses d'eau de latrines moyenâgeuses, et de grincements de cuvettes médiévales mal huilées. La foule compacte se désolidarise, les anonymes apeurés s'enfuient sans demander leur reste. Tu es de puissants pouvoirs, ignoble déviationniste, déglutit Normalizer en vomissant. Mais tes rayonnements ultrasoniques d'insanité anglo-saxonne ne font pas le poids. Jean Toto sous le choc reste pantois devant notre valeureux héros. Tu n'as pas honte? Demande l'air grave Normalizer. Pas de problème, mais que monsieur, répond timidement Jean Toto, ne comprenant pas le moindre du monde, ce qu'il est en train de vivre. Je m'en retourne de suite à Megastore pour échanger mon double album des enragés d'huile le mur contre quelque chose de plus en adéquation avec vos goûts musicaux. Un single de Gloria Gaynor devrait convenir, mais ça n'est qu'une supposition. Enfin vu votre accoutrement votre formidable tenue disco, Mecton, tes paroles me laissent croire que ton cas est bien plus grave que je ne le pensais. Mug Normalizer dont les oreilles commencent à sursécréter du cérumen vert qui se met à dégouliner. Mon anatomie s'adapte à tes attaques ridicules. C'est vrai que t'écoutes de la musique bizarre, et que ça ne te ferait vraiment pas de mal de faire comme la plupart des gens, vénérer ces jeunes idoles que nos amis, les chaînes de télé prennent tant de soin à sélectionner pour notre plus grand bonheur. Ils appartiennent à la crème de la crème musicale. Ce sont les ultimes chanteurs fruits de la plus impitoyable des sélections.
Mais là n'est pas le problème. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Réplique Jean Toto qui se lance dans un virulent monologue. Monsieur, je pense même que ces stars d'un jour n'ont aucun talent, qu'elles sont juste des produits dérivés sans intérêt du putsch commercial que les chaînes de télévision ont lancé contre les majors. Elles ont compris leur pouvoir, ont supprimé les intermédiaires. Elles ne distribuent plus que leurs propres produits et déversent leur soupe directement au consommateur final. Et elles savent bien que la qualité artistique n'a pas d'importance. Les chaînes de télévision sont des dealers de merde. Elles savent qu'il n'y a que des drogués de l'autre côté du tube cathodique. Elles les bombardent de conneries jusqu'à ce que leur esprit critique pilonné ne cède et qu'ils consomment tout ce qu'on leur met sous les yeux. C'est pour ça que je ne regarde plus la télé. Sacrilège. Lance Normalizer en rouant le pauvre Jean Toto de coups. Non seulement tu achètes tes CD au Megastore au lieu de télécharger des MP3 sur internet comme n'importe quelle personne censée, mais en plus tu insultes mes chanteurs favoris, et pire encore tu calomnies une des plus belles institutions de notre pays, la télévision. Ton compte est bon. Sache que des hommes sont morts par milliers en menant bataille pour que tout à chacun puisse profiter du rayonnement culturel que prodigue ce formidable vecteur, et ce presque gratuitement. Tu vas payer pour ces mémoires que tu soignes. Mais c'est alors que Jean Toto se rebiffe, il ne se laisse pas faire et se jette brutalement sur Normalizer qu'il surprend d'une vilaine fourbe feinte. Il assomme à grands coups de téléphone portable sur la tronche, espèce de cintré. Tu vas payer pour tous les autres tortionnaires qui directement ou indirectement me pètent les burnes tous les jours et m'avilissent de plus en plus, et ce depuis ma plus tendre enfance. En voilà un pour papa. Clame Jean Toto en arrachant le beau mesquin duvet de pingouin trop exposé aux aurores boréales de notre héros malchanceux, et alternant les coups de portable aux coups de coude, et un pour maman. Et ça c'est pour mes instituteurs et mes profs. En voilà un pour le cureton du catéchisme, ça c'est pour mon enculé de proprio, qui me prend pour un poulet de batterie. Et ça c'est pour mon connard de responsable au boulot, qui arrête pas de faire de l'autoritarisme, et qui se venge de sa vie pourrie sur moi en permanence. Ça c'est pour son chef de service, son boss, le vice-président et cette ordure de président de ma boîte, des connards d'hommes de paille endimanchés. Ça c'est pour tous les abrutis d'associés, qui détiennent la majorité des parts et qui n'en foutent pas une. Me faisant trimer comme un dingue, et me suçant la santé jusqu'au trognon. Ça c'est pour ces milliers de petits actionnaires à la con qui ne veulent pas mieux que les associés majoritaires, et qui profitent de moi tout autant. Espèce de raté, ça c'est pour ces connards de vieillards séniles en Floride, dont les fonds de pension gangrènent et absorbent toute notre économie. Je trine principalement pour ces blaireaux alzheimerisés qui n'ont pas autre chose à foutre que de bronzer du fion en arborant des tenues fluo ridicules à part, peut-être mettre des sous de côté pour s'assurer un avenir qu'ils ne verront jamais. Investissez dans le pain au lieu de me faire chier. Il est là votre avenir, en revoilà encore un peu pour eux. Ça c'est pour leur président atteint prématurément du même syndrome, et qui s'amuse à jouer à Darth Vader anéantissant en un mandat 150 millions d'années d'évolution de la diplomatie au sein du règne animal. Prends ces enfoirés. T'as qu'à buter tous ces octogénaires débiles de Floride, qui sont les vrais maîtres du monde, enterre-les tous dans des putains de charniers. T'auras cette saloperie d'énergie fossile, que tu adores autant au bout de quelques mois, si tu accélères le processus de sédimentation de leur reste. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez soi? Un énorme bruit retentit alors. Robin viendrait exécuter un magistral vol plané digne des meilleurs catcheurs de la WWE. Il gît au sol dans une flaque de boyaux, la boîte crânienne étalée sur la chaussée. Jean Toto cesse alors de s'acharner sur Normalizer, dont le visage tuméfié laisse à penser que Joseph Merrick, plus communément connu sous le nom d'Elephant Man, aurait eu une descendance. Le vil truand s'enfuit en courant effrayé par le spectacle, laissant Normalizer dans un profond coma. 4. La Ligue des Justachés. Je vous demande à nouveau une salve, que dis-je, une salve, un tonnerre, une frénésie d'applaudissements pour le plus vaillant de nos héros, j'ai nommé Normalizer, lança Aristide Shampoing, le fameux présentateur TV à la mode en haranguant une audience survoltée. Merci. Merci bien, mais c'est trop. Arrêtez, je vous en prie. Je ne fais que mon boulot après tout, répondit Normalizer tout confus, alors que son teint franchissait le spectre de l'infrarouge. Norm, je peux vous appeler Norma, n'est-ce pas? Demanda timidement Monsieur Shampoing. Ne faites pas le modeste, voyons. Vous êtes le véreux le plus, héroïque que la terre n'ait jamais compté, et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes l'invité de notre show ce soir. En fait, nous tenions tous à vous prouver notre gratitude en vous faisant une petite surprise. Oh non, c'est trop, c'est quoi? Interrompit Normalizer en fermant les yeux. Voilà sûrement ce que vous attendiez depuis un bon moment sans jamais oser cependant, par discrétion, le réclamer. Reprit Shampoing, et c'est un tort. Vous valez amplement ce que je ne saurais désigner par le terme de cadeau, puisque vous l'avez obtenu à la sueur de votre front. Non, ça n'est pas une banale médaille de l'ordre du mérite. Non, ce n'est guère une vulgaire légion d'honneur indigne de votre grandeur, c'est, ô grande fatalité faite, que ça soit une statue géante à mon effigie qui trônerait au sommet de l'Himalaya, se répétait Normalizer dans sa tête en serrant de toutes ses forces point escrotum. C'est la personne que vous admirez le plus, Norm, qui va vous la remettre, révéla enfin Shampoing. Oh mince. Je ne peux y croire, se mit à pleurer notre héros, mais c'est Max Plankton, mon idole.
le plus grand génie de tous les temps, le fondateur de la fac, le maître à penser, le modèle charismatique de légion entière d'ingénieurs qualité aux quatre coins du globe. Mon cher Norma, lance à Plankton sortant du backstage, et s'approchant promptement de l'estrade où Normalizer se trouvait, sous un déluge de bravo. Vous êtes le plus brillant de mes émissaires, et ce soir, j'ai l'honneur de vous remettre en plus de mon dernier bouquin dédicacé, qui fait déjà de vous le plus grand vénard de tous les temps, cette certification ISO 9001. Qui proclame votre titre de premier super-héros obéissant rigoureusement à des règles strictes de qualité lors de ses interventions. Oh je le savais, se mit à répéter Normalizer en boucle en se jetant sur Max Plankton, et se frottant vigoureusement sur sa jambe droite. Tu fais enfin de moi une femme épanouie. Prends-moi là, tout de suite sur l'estrade, grand fou. À nous deux nous allons conquérir le monde, et appliquer d'énormes qualités à tous les process et concepts possibles et imaginables par l'homme, ou n'importe lequel de ces connards de mammifères doués d'un début d'étincelle de lueur d'intelligence sur cette planète. On va te foutre des procédures standards et réglementées, soumises à la règle de la triple validation jusque dans ces fichus dessins, que ces merdeux de gamins s'amusent à gribouiller à la maternelle. Bordel, ce monde va enfin marcher droit. À cette connerie de créativité individuelle, viendront se substituer les idées enfantées par la plus grandiose des machines administratives de tous les temps. Vive la norme qualité. Oh oui, prends-moi grand fou. C'est alors qu'il frôle l'orgasme que Normalizer reprend conscience extirpée du profond coma dans lequel il végétait. Inexorablement embourbé dans son rêve favori, il ouvre avec peine des paupières tuméfiées et douloureuses et entreaperçoit devant lui une silhouette familière. Captain Abricon, gémit-il presque imperceptiblement, dans un long râle à la personne qui le relève du caniveau dans lequel il avait passé plusieurs heures à macérer dans son sang, et effectivement il n'a pas tort, c'est bien Captain Abricon, le plus grand super-héros outre-Atlantique, qui est venu à son aide et qui le soutient vigoureusement. Ne bouge pas, my dear colleague, don't move, lui commande Captain Abricon, tu es vraiment wasted, my poor friend. Commode stand-up. Ce fucking hooligan t'a foutu dans un triste état. Je crois bien que tu nous as déniché le fucking bastard d'Antéchrist cette fois. T'as touché le gros lot. Mais t'inquiète, on va lui kicker son fucking dirty ass, à ce putain de mother fucking freak. Sorry de ne pas être venu plus tôt à ton help, mais c'est vraiment plus très easy, depuis qu'on a supprimé les vols du Concorde, et que le Sénat a voté le gel des crédits de mon baplan protonucléaire à valvule thermophotonique inversée pour financer cette saloperie de guerre contre le terrorisme. Merbi, vieux comparse, Rash Normalizer en assaisonnement de quelques dents ensanglantées, bébon à 6 bras aurait bu venir à bon sebourg. Je veux de bande ce que bout ce grand bond de stagiaire en sebourgan. Oh, yes I forgot, s'exclama Captain Abricon, en tendant un pot de 5 décalitres de maxi rillette extra affiné en fleurine, à notre pauvre héros terrassé par de multiples fractures sous sa rondelette peau tuméfiée. Grâce à the money que tu as pu récolter pendant les hours que tu as passé dans le caniveau of the street, grâce à d'incredible generosity of the people of Paris qui te confondant avec un clochard at the end of the rouleau, ont déposé une fortune en centimes d'euros dans ton masque arraché. Yes, thanks to this spectacle de 232 €, et à l'aimable contribution of Bordeaux Chanel qui a bien voulu sponsorize in the operation, j'ai pu offrir une cérémonie funèbre décente à ton acolyte, Robin of the Hood. Et aussi, son âme est écrit en lettres capitales juste en dessous de Fat Free, il y a même un little laïus commémoratif, et volontairement en Joliver of the Realty, en tout petit là en bas à côté de la date d'expiration fraîcheur, you have to te référer à the astérisque à côté de 0% cholestérol. Voilà, cadeau. Normalizer, comme nourri alors de la force mentale herculéenne, que seuls les plus grands champions de curling savent déployer, lorsqu'ils se trouvent au bord de la défaite lors d'un match où les perdants doivent nettoyer toutes les saloperies de rond à la con qu'ils ont dessinées sur la glace immaculée de la patinoire, se lève faisant fi de la douleur et de la peine, il entre dans une rage folle et s'en prend à Captain Abricon. Allez viens Robin, gueule-t-il au pot de rillettes qu'il arrache des mains de son alter ego transatlantique, cette merde d'américain de mes deux, sous-estime les super pouvoirs de mon disciple. Il pense que tu es mort alors que de toute évidence tu as juste un peu sonné. Ouais bien sûr, après la dure bataille que tu as menée contre ce maudit jeune barbare, tu n'as pas l'air bien frais. Cet amerloc le serait à moins. Saloperie de connard d'être binaire et manichéen. Si quelqu'un n'est pas en vie ça, ne veut pas forcément dire qu'il est mort pour autant. Vous êtes vraiment un peuple médiocre. Il faut toujours que vous simplifiez les choses. C'est débile et réducteur de dire que quelqu'un qui n'est plus tout à fait en vie est complètement mort. Mais il n'est pas dead, voyons, tu as raison, répond très Captain Abricon, il gît à la droite de Dieu, notre Lord à tous, à côté de tous les abrutis heureux. Tu m'épargneras tes conneries de bondieuserie je te prie, s'énerve Normalizer, j'avais exactement le même point de vue que toi, mais depuis la fin de l'Inquisition et de sa normalité extrémiste, j'ai su évoluer. Enfin le problème n'est pas là, Robin n'est pas mort. Et si de puissantes effluves cadavériques émanent de sa nouvelle panoplie de peau de rillettes, c'est uniquement parce que notre intervention a été éreintante. Quand on se bat contre les méchants, on sue, et quand on sue, on pue. Comme dopé par l'adrénaline dans ses veines générées par ce sursaut d'orgueil, Normalizer se relève sans effort.
Il remarque même le portable ensanglanté, que le dieu Jean Toto a oublié près de lui en s'enfuyant lâchement. Il l'emporte ainsi que le pot d'oreillette. Il utilise son lasso pour s'envoler de toit en toit à la recherche de Jean Toto en maudissant Captain Ricon. Je te laisse la vie sauve imbécile, lui lance-t-il alors qu'il s'en éloigne, mais si tu as le malheur de croiser mon chemin à nouveau, je te ferai chèrement payer l'affront. Captain Ricon en reste en toi. Fade-in sur le générique interprété par Bernard Minet. Quand il n'y a plus d'espoir, que triomphe le vilain, que la police laisse brachoir, que l'armée n'y peut plus rien. C'est alors que de pénombre, surgit le normalizer, pour foutre bandit à l'ombre, tout régler en un quart d'heure. Il remet sur droit chemin, tout nigo qui pense enfuir, s'élever du genre humain, ou société à tenir. Comme il aime à répéter, qu'il n'y a qu'une seule voie, celle de la normalité, originale, gare à toi. Fade out sur normalizer adossé à une gouttière, et nettoyant les petits bouts de cartilage et d'hémoglobine sur les touches du portable de Jean Toto. J'ai de la chance, lance normalizer au pot d'oreillette, ce démon déviationniste a bien failli percer le secret de mon identité. Il a retiré mon masque et vu mon vrai visage. Mais les coups qu'il m'a portés m'ont tellement défiguré, qu'un miroir aurait du mal à réfléchir mon vrai reflet. Mon anonymat est donc assuré, même si je ne peux plus enfiler mes normes cagoules tant mes bosses sont énormes. Répond le pot d'oreillette. Tu as bien raison, Robin, reprend notre super-héros en interrompant son ami, nous allons facilement retrouver la piste et l'identité de ce jeune anarchiste grâce au contact dans le répertoire de son portable. Il va falloir se la jouer habile, écoutez, prends-en de la graine. Normalizer compose alors le premier numéro de la liste. Après 2-3 sonneries, la douce voix de celle qui répond au curieux pseudonyme de la tanche dans les entrées du répertoire de Jean Toto décroche. Allô, improvise la tanche avec la plus grande des originalités, alors que son cadran lui annonce que Jean Toto l'appelle. Qu'est-ce que tu ne veux encore, pauvre connard? Je t'ai déjà dit de ne pas insister, tout est fini entre nous. Homme. Allô. Bonsoir mademoiselle Latanche, répond Normalizer en se lançant dans une géniale imitation. Je suis Jean-Pierre Foucault et je suis à côté d'un jeune homme qui vous connaît. Bienvenue à Qui veut gagner des millions. Votre ami hésite sur une question pourtant simple, et comme il a déjà utilisé le 50-50 et qu'il a sollicité l'avis du public pour une précédente question, il ne lui reste plus qu'un joker, et a décidé d'appeler une amie. Ah ouais, interrompt Latanche, eh bien ce pauvre taré est tombé bien bas. Il m'a pourtant affirmé plusieurs fois à quel point il vous exécrait, vous et toutes ces connasses de prostituées télévisuelles, ces chefs de rayon endimanchés de ce supermarché à conneries monopolisant les ondes hertziennes. D'ailleurs vous m'avez l'air d'être de grosses radasses en plus. À force de distribuer des millions, vous n'avez plus de quoi vous payer une ligne téléphonique chez Debiloprod. Bon, arrête tes conneries. Tu me fais vraiment pitié. Des canulars téléphoniques maintenant? Quand est-ce que tu vas me lâcher les basques, pauvre mec? En plus timide Jean-Pierre Foucault comme une merde. Attendez, quel est le nom de votre ami? Mais comment qu'il s'appelle-t-il donc? Mais crache le morceau, salope, sinon je vais te maraf ta gueule, menace intelligemment Normalizer, qui perd patience avant de se voir accroché au tarin avec la plus grande des délicatesses. Lance alors pertinemment le pot d'oreillette. Tu as raison Robin, rétorque Normalizer désespéré, ce terroriste a apparemment déjà prévenu tout son réseau. Ce portable ne m'est plus d'aucune utilité. Il ne me reste plus qu'à passer quelques appels à des amis de Tokyo et de Sydney juste pour niquer le forfait de cette brute immonde, et porter ainsi un coup dur dans le financement tentaculaire de ces mafias. Mais c'est au moment où Normalizer s'apprête à appeler Pizza Hut, pour noyer son sentiment de défaite dans une action commando boulimique à grande échelle, que le portable se met à sonner. 5. Normalizer décroît. La porte s'entrouvrit enfin. Normalizer, qui venait patiemment d'attendre plus de 2 heures dans la petite salle obscure, s'empressa de réunir les quelques accessoires qu'il avait apportés, à l'appel de son nom, se glissa le plus discrètement possible dans l'entrebâillement. Il n'avait pas perdu sa matinée, puisqu'il avait pu parfaire sa connaissance du point de croix en étudiant dans le détail toutes les fiches techniques de la collection Femme Actuelle 1998 qui trônaient, éparses, sur la table basse de la salle d'attente. C'est toujours ça de gagner, pensa-t-il très fort pour se rassurer tant l'enjeu de son rendez-vous était stressant. Très vite, quelques perles de sueur se mirent à suinter sur son front, il retira de sa main droite son gant mappa à paillettes et empoigna quelques feuillets dans un dossier fluo orné de vignettes Pokémon, qu'il conservait précieusement sous sa cape. Normalizer devina Geraldo derrière son immense bureau, costume blanc, cigare au bec, en se protégeant la vue des rayons de lumière aveuglants, que les disques d'or et de platine agençant la pièce, reflétaient impitoyablement dans sa direction. Norm, mon vieil ami, mais assieds-toi donc. Ne te fais pas prier. Lança Geraldo dans une scansion chantée entraînante fleurant le basilic et le vieux gorgonzola, fais comme chez toi. La maison de Geraldo Berlusconardi, tu sais bien que c'est comme ta maison hein? D'ailleurs faudra penser à régler le loyer, Manon je déconne. Assieds-toi grand con. Je passe en coup devant Geraldo. Balbutia Normalizer en agitant ses précieux feuillets photocopiés. Je suis sur un coup là, un gros poisson. J'ai rendez-vous avec lui en fin d'après-midi à Châtelet-Léal. C'est un putain de conspirateur de l'ordre établi, une merde d'anarcho puante. M'a dit donc. C'est lui qui t'a mis dans ce sale état? Interrompit Geraldo l'air soucieux, j'ai failli ne pas te reconnaître.
Je te sers quelque chose pour te remettre de tes émotions? Félixia. Félixia. Fais péter le Sierosport et les M&M's pour notre invité. Un clone de Barbie pétasse fit alors irruption dessous le bureau de Berlusconardi, réajustant les bouts de ficelle de vêtements, qu'elle venait apparemment de commencer à tricoter sur elle. C'est ma nouvelle secrétaire, Félixia. Chantonna imperturbable Geraldo faisant claquer sa main sur l'emplacement prévu à cet effet tatoué artisanalement, sur la fesse droite de la blondasse. Elle a beaucoup de talent et d'avenir. Je te remercie mais je ne prendrai rien. Déclina poliment Normalizer en montrant le portable de Jean Toto à son interlocuteur. La justice n'attend pas. Cet immonde crapule a eu l'audace de m'appeler sur ce portable, dont il s'est servi pour me lyncher avec traîtrise. Il m'a défié en duel. Tu te rends compte de son inconscience et de sa prétention? Du calme. Du calme. T'excite pas. Interrompit Geraldo en expulsant un rond de fumée à la face de Normalizer. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, pas vrai? Je suis ton impresario, ton agent, ton attaché de presse. Le contrat qu'on a signé stipule que j'ai un droit de regard sur toutes tes interventions. Fais gaffe à ton image mec, ça fait pas top classe de t'amuser à séparer les clodos qui se foutent sur la gueule. D'ailleurs c'est un peu pour ça que je t'ai convoqué. Mais ce morveux est une saloperie de danger public. S'irrita Normalizer en tapant des 2 poings sur la table. Il a failli buter mon assistant, qui se remet petit à petit de ses blessures dans mon frigo en compagnie d'un cochonneau entamé de 2 tranches de médrange. Mais de quel assistant tu parles? Surenchérit Geraldo d'un demi-ton. Tu essaies de me doubler ou quoi? Bon on s'en fout. Maintenant tu vas m'écouter sérieusement, j'ai pas mal de nouvelles à t'annoncer, on réglera ça un peu plus tard. J'espère que ça n'est pas pour me lire mon courrier du cœur que tu m'as convoqué cette fois-ci. Menaça Normalizer un peu vexé par l'intonation de voix de Geraldo, mais en même temps toujours très soucieux des propos sans concession de son conseiller en communication personnelle. Tiens, on va commencer par ça. Reprit au bon Berlusconardi, ce mois-ci tu n'as reçu qu'une longue lettre d'insulte d'une personne atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette dans le cadre de sa psychothérapie par overdose de gros mots écrits, un truc expérimental, une carte postale d'un fan du groupe ABBA, qui apparemment t'a confondu à cause de ton costume, un petit paquet contenant un sachet de chewing-gum Stimorol tout droit venu du Danemark. T'étant adressé par la petite vieille, que t'as failli asphyxier en pratiquant sur elle, le mois dernier, la technique de la respiration artificielle, ou du bouche à bouche d'égout comme elle le décrit, si poétiquement dans le petit mot joint au présent. Ça doit sûrement être dû à la grève de ces feignasses de postiers. Explique à notre vaillant super-héros, et y a quoi d'autre? Toujours pas de petite culotte? Pas de réponse de la fac pour l'audit que j'ai commandé? Non. Juste une lettre de ton assureur, je la découvre en même temps que toi. Répondit l'impresario dans un signe de croix en invoquant la Madone avant de se lancer dans la lecture de la dite lettre. Cher monsieur Normalizer, le mois dernier nous augmentions de 34 005,01% votre malus conduite suite à l'explosion nucléaire de la centrale en démantèlement de Super Phoenix occasionnée par votre véhicule, une normobile gris métallisée de 1991 immatriculée dans le Calvados. Nos experts ont depuis pu démontrer avec certitude que vous étiez en tort puisque vous n'aviez pas enclenché votre clignotant avant de déboîter de manière imprévisible devant l'Airbus A380, qui avait de toute façon la priorité d'après la tour de contrôle. Par ailleurs, l'assureur du Dr No, tiers impliqué selon vous dans l'accident, s'oppose à la validité du constat. En effet, vous avez omis de spécifier que le véhicule du dit Dr No, un turbophototron à valvule neutrinoplasmique rouge vive de 2001 immatriculé dans la Creuse, était équipé d'un sticker conduite accompagné, ainsi que d'un gyrophare enclenché indiquant que le Suisse nommé Dr No intervenait dans le cadre d'une urgence professionnelle. L'amendement 23ZB de l'article BX34 du Code de la route européen autorisant les professionnels de santé à rouler plus vite que la vitesse indiquée par les panneaux de signalisation, si la vie d'autrui est menacée, nous nous voyons dans l'obligation de rejeter l'hypothèse d'une vitesse excessive de Mach 230 du véhicule du Dr No. Nous regrettons par là même de ne pouvoir donner suite à votre demande de remboursement. Non mais quel fils de pute! S'exclama tout rouge Normalizer, ce connard n'a pas intérêt à tomber du haut d'un gratte-ciel ou à se trouver face à un super méchant sur le point de lui dépareiller les burnes. Qu'il compte pas sur moi pour lui venir en aide. Je maudis sa descendance jusqu'à la 20e génération, et m'en vais dans la semaine déterrer tous ces morts pour organiser une partouze mémorable. Attends, c'est pas fini, tu sais bien qu'il te faut une responsabilité civile pour exercer ton activité. Écoute attentivement. Reprit Geraldo qui discrètement avait sorti sa calculette. Je reprends. Nous vous informons de plus que le taux de croissance du ratio d'augmentation mensuelle de vos malus ne cessant de croître exponentiellement, nous sommes obligés de vous inclure dans la catégorie 5 des assurés à haut risque, les bedins suicidaires comme nous les désignons dans notre jargon technique, et de sextupler le prix de vos cotisations. Les prélèvements se feront désormais quotidiennement. Nous nous réservons depuis le droit de suspendre à tout moment notre contrat si jamais vous ne respectiez pas l'intégralité des clauses suivantes établies par un cabinet d'experts indépendants.
Clause 1. Dans le cadre de ses déplacements, il est interdit à l'assuré d'utiliser d'autres forces motrices que celles générées par son propre corps complètement vierge de tout type de stéroïdes, anabolisants, stimulants sexuels, drogues hallucinogènes et autres dopants permettant artificiellement à l'assuré d'accroître la dite force. Un examen d'urinoraire devra notamment attester de la non-absorption des substances citées. Clause 2. Il est interdit à l'assuré d'approcher à moins d'1 km un véhicule ou une quelconque autre source de propulsion ayant la possibilité d'inculquer au sujet à l'arrêt une vitesse de plus de 19,5 mm par seconde susceptible de mettre sa vie, et surtout celle d'autrui en danger. Clause 3. Le fouet de l'assuré devra précautionneusement être placé sous scellé dans un coffre-fort cadenassé, lui-même lourdement lesté de plaques de fonte, et expédié par 20 000 mètres de fond au milieu de l'Atlantique, et ce pour qu'en aucun cas, l'assuré ne puisse s'en servir, comme la soda pointe pour interpeller les méchants, et encore moins comme moyen de locomotion, confère clause 2. Clause 4. Le costume de travail de l'assuré devra impérativement être révisé pour qu'il soit conforme aux législations de sécurité en vigueur. Aussi 87% des paillettes du dit costume devront être retirées pour ne pas aveugler les passants innocents. Un capitonnage spécialement adapté à la morphologie peu avantageuse de l'assuré devra faire office d'écran de protection totale en cas d'attaque burno-pédestrienne d'un éventuel agresseur. De plus, la norme cagoule n'étant d'aucune utilité à la protection du sujet, il lui est sommé de bien vouloir la remplacer par un casque de moto homologué par l'Association dentaire française, un peu comme celui des biomènes qu'ont tout capté, en résumé. Clause 5. Nous rappelons que nous ne pourrons bien évidemment pas nous porter garant de tout type d'agression sur l'assuré, ne s'inscrivant pas dans le cadre de la réglementation des accords de Genève. Dans le souci d'accompagner l'assuré moralement, qu'il se sent encadré pour respecter toutes les clauses précédentes, un huissier assermenté devra suivre le moindre de ses mouvements, et consigner tous ses écarts et manquements. En conclusion, nous rappelons que la MAE se refuse de couvrir les accidents extrascolaires de l'assuré. Aussi, nous lui conseillons vivement de souscrire à une assurance complémentaire, auprès de la concurrence de préférence. Bien à vous, votre conseiller MAE. Je refuse d'obéir à la moindre de ces conneries. Antonna Normalizer alors que Felixia faisait entrer l'huissier. Je vous conseille vivement de ne pas prendre la chose à la légère, le stoppa net ce dernier, il vous faut impérativement une caution, une sécurité pécuniaire apte à couvrir les accidents occasionnés par les circonstances imprévisibles de la vie. J'avoue que vous me laissez pantois. Je croyais que vous aviez compris, dans cette société, l'action n'est légale que s'il y a un filet de sécurité. Vous êtes une saloperie d'irresponsable en puissance, car vous n'avez pas eu la bonne idée d'être milliardaire ou mort-né. Aussi il vous faut une tutelle, des gens qui se portent garant de vos actes. Car faut savoir qu'il y a certains équilibres, qu'on ne peut pas se permettre de perturber. L'initiative individuelle, vous vous foutez de la gueule de qui? Si vous voulez agir, il vous faut des dérogations, des autorisations, des octrois de pouvoir, des laissez-passer. Mais sachez-le, vous êtes un abruti heureux, tout autant que tous ces connards que vous êtes censés protéger. Tout comme vous êtes à milieu de vous douter de la portée monumentale que le moindre de vos petits gestes non calculés peut avoir sur la collectivité. Le plus petit soubresaut de votre anus peut provoquer un cyclone dans le Pacifique Sud. Mais c'est prouvé bordel. La théorie du chaos donne enfin ses lettres de noblesse aux assurances. N'importe qui, n'importe où, est un terroriste en puissance. Même ce connard de pape en se secouant la queue pour se débarrasser de la fameuse dernière petite goutte de pipi, qui pourrait auréoler sa belle toche blanche de manière disgracieuse, peut provoquer un tremblement de terre au Burkina Faso. Ben ouais, c'est pas de sa faute, je sais, c'est pas lui qui a inventé les lois universelles du hasard et des interconnexions implicites des hypercordes, mais faut que les hommes de science, les sages, s'occupent charitablement des ignorants incultes. Faut prendre soin du troupeau, de toutes ces braves bêtes inconscientes de leurs conditions qui pourraient mettre en péril la transhumance de tout le cheptel. Mais pourquoi diable croyez-vous que nous autres assureurs prenons tant de soin à faire des pubs qu'on paie des fortunes pour qu'elles passent en prime time sur TF1? On se donne du mal bordel. On en fait des rigolotes avec des gros messieurs qui clament ceux d'un infarctus en direct accompagné d'un petit poète de klaxon sur un fond sonore de vidéo gag pour dédramatiser, édulcorer l'amertume de la vie. On en fait des nostalgiques, avec des musiques interprétées par des musiciens de renommée internationale comme André Rieu, que l'on paye une fortune à faire le coin avec un violon, afin de faire passer des sentiments importants, éveiller des doutes enfouis au très profond de vous-même, pour que vous preniez conscience que vous n'êtes qu'une merde de denrées périssables, et qu'il faut prendre les devants, pour que vos marmots ne se trouvent pas désarçonnés. Le jour de votre grand départ pour rejoindre le Great Spirit. Allez, aboule-toi qu'on fasse le premier des tests urinaires. Écoutez. Lance un normalizer pour interrompre le long monologue de l'huissier mandaté par la MAE en dézippant inconsciemment sa braguette. Je crois que vous me baisez en beauté, mais je vais faire comme la majorité des gens, payer sans me poser de questions, pour que vous arrêtiez de me faire chier. Fade-in sur la chanson du générique interprétée par Bernard Minet. Ah, merde. C'est vrai que ce glandeur est en grève pour soi-disant défendre le statut des intermittents du spectacle. En grève, ça me fait marrer, il en gland pas plus que d'habitude en étant absent. On va le remplacer par un technicien de surface, personne ne remarquera la différence.
Non mais qu'est-ce qu'ils croient ces bouffons d'artistes, qu'ils ont le monopole de la culture, qu'ils sont les seuls qui ont des trucs à dire? Il y en a qui bossent sérieusement et avec application, et il y en a qui te lèchent des bottes toute la semaine durant, qui suent 35 heures par jour et qui trouvent quand même le temps, le week-end, pendant leurs loisirs, ou dans le cadre de shows télévisés au concept fantastique, d'exprimer tout leur talent artistique, de régurgiter tout ce que leur tronche a digéré du monde pour en faire la béquille à tous ces sauts cérébraux démembrés, qui comprennent rien à rien et qui ont besoin qu'on leur éclaire la voie à suivre tout en restant distrayants. Ça devrait même pas exister artistes professionnels. Je vois vraiment pas pourquoi la collectivité devrait financer quelques privilégiés, pour qu'ils nous imposent leur vision du monde, qu'ils aillent se faire foutre. Et Bernard Minet le premier. Elle est passée où cette putain de vie de bohème, dont rêvaient tous ces fumistes au début du siècle. Coupons-leur les vivres à défaut des couilles, la culture y gagnera en force de caractère. Quand ils auront perdu le gras du bide et la couenne de leurs joues, qu'ils crèveront la dalle dans des squats où ils choperont la légionellose du cul, la culture française verra renaître de beaux narrateurs de misère, ils vont en chier de l'exception culturelle, eux, ils vont voir ce qu'ils vont voir ces cons. Je m'en vais leur prouver que n'importe qui peut prendre leur place, si le destin lui laisse une chance, si un saint mécène lui donne l'opportunité d'exprimer, ce que la fatalité a eu la méchanceté de cacher au monde. Voici Arbuste le technicien de surface, qui va interpréter pour vous la chanson de Normalizer, qu'il a composée avec ses propres neurones sur un coin de table lors d'une pause café. À toi, Arbuste. Montre-leur à ces monarques que les petites gens ont aussi un cerveau. Fade-in sur la chanson du générique interprétée par Arbuste le technicien de surface. Quand il n'y a plus à boire, que triomphe le ragondin, que la police laisse à choir, que l'armée n'y poil au sein. C'est alors que de concombre, surgit le Normalizer, pour foutre bandit à pondre, tout régler en quart de beurre. Il remet sur droit purin, tout nigo qui pense en jouir, s'élever du genre pingouin, ou société, tête pour rire. Comme il aime à raconter, qu'il n'y a qu'une seule joie, celle de la débilité, originelle gare au doigt. Fade out sur Normalizer faisant face à Jean Toto sur le quai de la rame d'RER opposé, station Châtelet-Léal. Te voilà enfin espèce de détraqué sexuel. J'étais sur le point de rentrer chez moi pensant que t'avais renoncé à venir, cria Jean Toto en utilisant ses mains comme porte-voix, rends-moi mon portable, j'ai tous mes contacts dedans. Je vais te le rendre dans ta gueule, connard. Répliqua intelligemment Normalizer dans la plus pure tradition du style de Grosso Connardo. Personnage peu connu de la comédia dell'arte, Superman avait son Lex Luthor, Batman avait son Joker, Grand Schtroumpf avait son Gargamel, enfin je t'ai trouvé. Tu es mon putain d'ennemi juré héréditaire de ta race. Arrête ton trip, mec. Je suis juste un anonyme que t'as décidé de fâcher au pif dans la foule. Rétorqua Jean Toto rassuré de savoir que la rencontre se faisait dans un lieu public fréquenté, et qu'une double rame électrifiée le séparait de Normalizer. Rends-moi vite ce portable, mon ex m'a raconté que tu la harcelais depuis, que tu lui racontais des obscénités. Rends-moi ce téléphone avant que je ne porte plainte. L'heure du combat ultime entre le bien et le mal est enfin arrivée. C'est poumonné Normalizer en faisant fuir les kidams, tu vas dérouiller. Prépare-toi à souffrir. Personne ne se fout de la gueule de Normalizer impunément. Normali quoi? Se stupéfia Jean Toto. Oh non, ne me fais pas rire. Finalement tu as peut-être raison. On a sûrement des conceptions radicalement opposées des choses. Si tu es le timbré qui prétend remettre les gens sur le droit chemin, le mystérieux super-héros parisien autoproclamé, qui chasse tout ce qui ne juge pas conforme à ses bonnes mœurs, eh bien nous sommes effectivement des antithèses. Je pense que t'es bon pour l'asile, mon cher super-ennemi. Tu es une merde d'intégriste, qui est convaincu que la vérité absolue existe. Qu'il n'y a qu'une façon de voir le monde. Tu prêches la normalité sans en connaître la plus formidable des caractéristiques, sa relativité. Les gens se croient normaux, mais il est étonnant de voir à quel point la normalité de deux personnes peut être différente. Je pense même qu'il doit être impossible de trouver deux individus qui aient la même vision de la normalité. La définition de la normalité, ça doit être la chose la plus subjective qui doit exister au monde la plus intime des religions. C'est au moment où Normalizer rouge de rage s'apprête à balancer le portable de Jean Toto par-delà les deux voies ferrées, en veut le planer sans escale directement, dans sa tronche que six trains bondés de passagers débarquent dans la station. RERA, BD, s'immobilisent déversant sur les quais des centaines de personnes fortement irritées par la douce mélopée du haut-parleur qui annonce Châtelet-Léal, terminus. Suite à une triple rupture de caténaire, à une quintuple avarie de tous les moniteurs de contrôle du réseau ferré suburbain, à un quadruple suicide en gare de Lyon et gare du Nord, à un attentat terroriste à Saint-Michel, ainsi qu'à une double greffe surprise d'une certaine catégorie de personnel, qui ne faisait pas grève hier, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que tous les RER sont en départ et arrivés à Châtelet-Léal. Merci de continuer à haïr notre puissant lobby, qui vous encule, et merci d'acheter des cartes Orange, autres abonnements à l'année et payer assidûment vos impôts qui permettent de régler nos salaires. La SNCF s'allie à la RATP et à Nike pour vous souhaiter une joyeuse journée de merde.